Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Diagonale du Fou, une émission conçue et pensée pour apporter des solutions, un regard vers le futur en ce qui concerne les problèmes climatiques, les problèmes de pollution, les problèmes d'environnement en général. On part d'un constat pas forcément agréable, comme aujourd'hui par exemple le réchauffement climatique et la montée de l'océan Atlantique en ce qui nous concerne aujourd'hui. Et puis on essaie de regarder comment est-ce que l'humain, les sociétés, les villes vont s'adapter. La Diagonale du Fou, c'est donc un rendez-vous autour de cette réflexion. Tout n'est pas pessimiste et en regardant vers l'avenir, évidemment, on s'aperçoit qu'il y a bien des solutions et qu'on est assez inventif. En France, on disait à l'époque qu'on n'avait pas de pétrole mais qu'on avait des idées. Eh bien, encore aujourd'hui, on a toujours de belles idées. On va discuter de ces problèmes de submersion des côtes et de la montée des océans avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Yusta Garcia Ferran, très exactement. Vous êtes architecte, docteur en sciences physiques de l'ingénieur, enseignant vous êtes. Hein. Vous êtes également un chercheur qui il y a de cela 2 ans, a fait une très belle étude sur les constructions face au changement climatique. On en parlera avec vous tout à l'heure. Hugo Verlhomme, vous êtes écrivain, spécialiste de la mer. Vous faites partie des rares écrivains qui parlent de vagues, de surf, de body surf. Vous avez publié Mer-Mer, L'homme des vagues et le premier guide des voyages en cargo. Et vous avez publié en tout début de l'été La piste de l'eau chez Quai des Brunes. Et c'est un vrai succès de librairie, pour ce que j'ai pu en savoir. Vital Baude, vous êtes conseiller régional de la région Nouvelle-Aquitaine, délégué au littoral, spécialiste du trait de côte. C'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Et avec vous, on parlera évidemment de cela. Vous êtes aussi animateur de l'Observatoire de la côte aquitaine. Et puis Laurent Perrondet, vous nous accueillez sur votre commune. Vous êtes le maire de Lacanau, président de la commission urbaine du développement durable et du développement économique, parce qu'on verra que ça peut aller ensemble aussi. Merci messieurs d'être là sur ce plateau pour cette première de la Diagonale du Fou. Merci de votre confiance. Et puis tout de suite, je vous propose de regarder un sujet qui a été tourné il y a quelques jours à Saint-Clément-des-Baleines. On retrouve dans cet extrait le maire de Saint-Clément-des-Baleines, qui est Madame Lina Besnier. Et avec elle, on évoque cette particularité de cette commune qui est tout à fait au nord de l'île de Ré et qui pourrait bien un jour être séparée du reste de l'île grâce ou à cause de la montée de l'Atlantique. On écoute. Lina Besnier, merci de nous recevoir ici à la pointe nord, on va dire, de l'île de Ré. Oui, exactement. Alors, vous êtes le maire d'une commune dont le nom est toujours un peu poétique, Saint-Clément-des-Baleines. Ça vient d'où ce nom ? C'est très ancien. À une époque, je suppose qu'il devait y avoir des baleines qui s'échouaient sur la partie nord. Et maintenant, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de baleines. Mais bon, on a conservé, le nom a été conservé. Voilà. Et en tout cas, ça attire beaucoup les gens parce qu'il y a un phare. Et ce phare signale le nord de l'île. Si on est avec vous, c'est parce qu'en tant que premier magistrat de cette commune, vous êtes concerné évidemment par le réchauffement climatique et ses effets qui sont pour vous la montée des océans. On voit à l'image actuellement les dégâts sur une de vos digues qui ont été faits en 4 ans, ça va très très vite. Oui, ça va très vite. En plus, c'était pas vraiment un vimaire, hein. C'était un coup de vent un peu plus fort que les autres et on a perdu 2 mètres de sable et il a fallu protéger la dune et donc la CDC en tant que maître d'œuvre a colmaté avec des pierres. La CDC, c'est la communauté de communes, hein, c'est ça, de l'ensemble des communes de l'île de Ré. C'est beaucoup d'argent chaque année engagé sur la protection du littoral. Oui, effectivement, la protection du littoral, bon, il y a les constructions, comme par exemple la digue des Doros qui a été faite il y a quelques temps, mais c'est aussi beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien parce que régulièrement, il faut remettre les pierres en place, c'est faire venir des engins, colmater les brèches et c'est un entretien, une surveillance permanente. Est-ce qu'on est, quand on est comme ça, responsable de la CDC plus de la commune de Saint-Clément-des-Baleines, est-ce qu'on est attentif évidemment à la météo et quand il y a un gros coup de tabac qui arrive avec une marée de 100-110, évidemment on est inquiet ?
Oui, bien sûr, et les villageois, parce que les habitants de Saint-Clément-des-Baleines s'appellent les villageois, nous avons un système qui s'appelle Kiwi, où on peut les prévenir dès que la préfecture nous prévient qu'il va y avoir un coup de vent ou un risque de mer. Donc les villageois sont prévenus, et de toute façon, c'est presque un réflexe ici, les gens se promènent régulièrement sur la côte et appellent en mairie dès qu'ils voient quelque chose de particulier, ou préviennent les services techniques, et on intervient aussitôt, on prévient la communauté de communes. Sur l'île de Ré, il y a des endroits qui sont vraiment menacés avec des risques de submersion? L'île était divisée en plusieurs petites îles, hein. Il y a plus de 100 ans évidemment, enfin quelques décennies, quelques centaines d'années. Alors à hauteur du Martret, vous avez à peu près 100 mètres de terre, et sur Saint-Clément-des-Baleines plus précisément, ce qu'on appelle au passage de la solitude, lorsqu'il y a de très grandes marées, il reste 60 mètres de terre uniquement. Oui, donc ça fait vraiment 60 mètres en largeur, hein, c'est ça? En largeur, oui. Et donc c'est une protection dunaire uniquement, ce qui peut faire craindre une coupure éventuellement par vraiment un mauvais temps ou par un vimaire plus important. Merci beaucoup. C'est une inquiétude ce sera ma dernière question, quand on est maire, quand on est face à ces éléments, est-ce que même si on engage beaucoup d'argent, qu'on fait beaucoup de travaux, il y a un moment où on se dit la nature va reprendre sa place? C'est un petit peu la crainte, hein, de toute façon, si on s'en tient. Déjà, quand on voit au niveau de l'urbanisme, les règles ont quand même beaucoup changé. Maintenant, on est en zone submersible sur Saint-Clément-des-Baleines, ce qui veut dire qu'on ne peut pratiquement plus construire. Ouais. Peut-être que dans les années à venir ou dans les décennies à venir, on arrivera à faire des maisons sur pilotis. Ce sera un choix à faire pour les générations futures. Soit il faudra abandonner l'île, ou soit il faudra faire des constructions nouvelles. Merci beaucoup, Madame le maire. Lina Besnier, maire de Saint-Clément-les-Baleines. Évidemment, Monsieur le maire de Lacanau, ça vous parle, un tel témoignage? Il y a une inquiétude. Elle, c'est son premier mandat. Elle prend en charge les choses. Bon, elle était dans le conseil municipal déjà, mais c'est quand même une vraie inquiétude. Oui, c'est une vraie inquiétude, mais aujourd'hui, on a quand même les outils pour nous y préparer, hein. Je pense que les tempêtes de 2014 ont fait prendre une prise de conscience générale à la fois des habitants, des propriétaires et des élus locaux. Et il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, et nos amis charentais nous ont rejoints sur une structure qui s'appelle le GIP Littoral, qui permet justement de développer nos politiques, de choisir nos stratégies, en collaboration avec les partenaires. Vital parlera sûrement tout à l'heure de l'OCA, du CEREMA. Bon, il y a tout un tas d'organismes qui tournent de ça, le BRGM, les structures aussi privées qui travaillent aujourd'hui très très fortement sur toutes les problématiques littorales. Donc nous avons déjà une stratégie, et nous avions été site pilote sur une étude de la relocalisation des activités et des biens déjà depuis plus de 10 ans. Et depuis 2014, la stratégie locale a bâti les scénarios qui pourraient arriver à Lacanau dans les années qui viennent. Donc ce qu'il y a, et que je ne ressens pas tout à fait encore chez Madame le maire, ma collègue, c'est qu'il y a besoin justement de ces stratégies qui soient adaptées localement, même si le département de la Charente-Maritime, le département lui-même a été très très volontaire en matière d'investissement sur le littoral depuis les dernières années. Mais ils nous rejoignent et ils vont pouvoir aussi bâtir toute leur stratégie. Mais c'est une autre problématique à Lacanau parce qu'ils sont plus sur de la submersion. Nous sommes ici sur de l'érosion. Alors je ne dirais pas le risque parce qu'aujourd'hui c'est pas un risque puisque vous savez que nous ne sommes pas éligibles au fonds Barnier. Nous sommes plus sur une dynamique littorale qu'il faut gérer dans les années à venir. Et nous sommes tout à fait prêts à pouvoir la gérer. Bien sûr qu'il y aura des choix politiques forts à faire. Mais nous sommes déjà dans l'anticipation. Yusta Garcia Ferran, quand on écoute l'interview de Madame le maire, on s'aperçoit à la fin, elle parle de construction sur pilotis. Vous êtes spécialiste, vous êtes, je le disais, architecte, et puis enseignant, chercheur. Vous êtes spécialiste de la construction en milieu extrême. Est-ce qu'on peut considérer que les villes côtières sont en quelque sorte des milieux extrêmes? Je dirais que ça dépend des villes côtières, ça dépend justement de la dynamique du littoral qui est autour. Il y a des villes où le code est très, il avance et l'autre il recule, donc ça dépend. Après, ça peut devenir très vite très extrême en fait, avec la force de l'océan. Il y a aucun doute sur ça. Donc à partir de là, la question c'est est-ce qu'on peut mettre des barrages à la mer? C'est la vraie question. Tout à l'heure dans l'entretien de Madame la maire, il parlait justement de comment mettre des barrages ou arrêter l'élément, ce qui n'est pas évident. Donc la question c'est comment faire avec, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre et dans quelle période de temps, parce qu'on ne pourrait pas résister à jamais, pour toujours. Mais il faudrait peut-être déterminer des zones et des périodes et quoi faire dans chaque période.
Et à partir de là, la technique, on peut tout faire. Enfin, on peut tout faire. On peut imaginer des maisons sur pilotis, on peut imaginer des maisons meubles qu'on puisse éventuellement déplacer, pourquoi pas ça, oui, sans fondation, comme ça se fait par exemple aux États-Unis. Réverser des parties meubles, des parties parfois modulables dans laquelle, mais très, très contemporains, qu'on pourrait éventuellement laisser pendant 10 ans sous condition que la mer ne monte pas. Et à un moment donné, elles sont mises ailleurs et la zone se libère. Donc tout ça, c'est possible. Mais il faudrait le cadrer dans la... Voilà. Vital Baude, vous êtes élu, je le disais, en Nouvelle-Aquitaine. C'est un vaste territoire, c'est un grand trait de côte qui part du nord de la Charente-Maritime vers Maran jusqu'à Biarritz. De la baie de l'Aiguillon jusqu'à Hendaye, oui, 720 km, voire 1000 suivant comment on calcule le linéaire. Et au-delà de ma délégation, je suis aussi animateur ou co-animateur, vous l'avez dit, de l'Observatoire de la côte aquitaine. Et on commence à avoir un recul de un peu plus de 20 ans maintenant sur l'observation de ces phénomènes. Alors c'est vrai que les problématiques, elles sont très différentes. On a vu un témoignage qui vient de Charente-Maritime avec des problématiques liées à la submersion marine. Et Xynthia les a mis dans une situation extrêmement délicate avec des morts, notamment sur la commune de Charon, au niveau de la baie de l'Aiguillon. Il y en a eu encore davantage en Vendée. Ici, on est à Lacanau avec un linéaire sableux et donc des problématiques d'érosion avec le trait de côte qui recule. On peut avoir des dynamiques d'accrétion dans certaines parties du territoire qui avancent. Mais le plus souvent en moyenne on est entre 1 et 3 mètres de recul sur le linéaire sableux, et puis après vous avez tout au sud au niveau des Pyrénées-Atlantiques linéaire après la rocheux, Dour, c'est du rocheux avec des falaises oui. Et là des problématiques de recul, d'effondrement soudain qui peuvent intervenir. Donc c'est vrai que moi j'observe, j'accompagne avec le GIP littoral dont je suis membre et qui a été initié par la région, et avec l'Observatoire de la côte aquitaine pour assister, pour aider les collectivités locales plutôt que de réagir dans l'urgence à élaborer, et c'est ce qui a été fait, Laurent Perrondet en parlait juste avant, à élaborer des stratégies. Et moi j'ai envie, plutôt que de parler de protection, des stratégies d'adaptation. Et ensuite, la dernière chose que je voulais dire, moi, quand j'entends le témoignage et les différents témoignages des élus locaux, je crois qu'à chaque fois, ça m'incite à rappeler qu'on est peu de choses en réalité devant les éléments naturels. Et que la première leçon qu'on doit tirer, c'est de se rappeler que des fois, les anciens nous disaient « Mais attendez, vous avez construit à des endroits ». Là où, moi, je me rappelle quand j'étais petit, eh bien, la dune, elle bougeait beaucoup. Et en réalité, on est face à des phénomènes non linéaires qui font que ça doit appeler de notre part beaucoup de modestie. Et des fois, on n'a pas assez observé notre passé, l'histoire de nos territoires, pour nous rappeler que ce sont des dynamiques, et ce mot-là est très important, ce sont des dynamiques pas forcément linéaires. On peut avoir 10 ans où on est tranquille, et puis après on parlait de la tempête 2013-2014, de l'hiver 2013-2014, et soudainement un gros recul. Et les années d'après, voire même une décennie après, ça va rester tranquille. Et notre conscience de ces risques-là s'endort petit à petit, et c'est là que les accidents d'urbanisme peuvent réintervenir. Le CNRS et pour France Télévisions vient de sortir un documentaire qui s'appelle La mémoire du ciel, où justement, à travers les archives départementales de Charente-Maritime, ils ont été chercher des événements climatiques extrêmement forts et puissants dont on n'a absolument pas tenu compte par la suite. Ça veut dire qu'on n'écoute pas les anciens ? Pas assez. Et peut-être que le monde dans lequel on vit s'est accéléré. On a quand même été en partie épargné. On a fêté il n'y a pas très longtemps les 50 ans de la MIACA, Mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine, qui a laissé certaines fenêtres d'urbanisation se faire. Et donc on a quand même malgré tout préservé une partie de notre linéaire littoral. Et par contre, on aurait dû à cette époque-là, dans les années 70, même si on a urbanisé, justement avoir en mémoire ces problématiques-là et peut-être pas trop urbaniser. Et résultat, les élus dont Laurent Perrondet fait partie, les élus locaux maintenant se retrouvent dans des situations extrêmement délicates parce qu'on a perdu cette culture du risque qu'avaient souvent nos anciens. Hugo Verlhomme, vous avez écrit beaucoup et vous écrirez encore beaucoup sur la mer. Elle vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce choc des titans entre l'Atlantique, qui veut toujours manger, et parfois qui recrache d'ailleurs, et la côte ?
qui elle attend. On a l'impression que c'est passif. En fait, ça ne l'est pas tant que ça. Non, c'est un mariage. C'est sûr qu'il y a un mariage entre les éléments, entre l'océan et la côte. Moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout le changement des mentalités, parce que il y a un certain nombre de sujets dont je m'occupais, et déjà il y a quelques décennies, qui ne rencontraient que de l'incrédulité. J'ai des amis qui ont une maison sur la dune que je fréquente depuis les années 70, et je leur disais déjà dans les années 70, je disais, vous avez une super maison sur la dune, mais le jour où ça viendra taper, elle vaudra plus grand-chose. Ils me disent, oh, Hugo. Alors maintenant, ils me disent, ah putain, t'avais raison, etc. Mais la lenteur des idées n'est pas en rythme avec la rapidité des événements climatiques. Et c'est surtout ça le problème, c'est la prise de conscience. Avant d'arriver ici, on a rencontré un citoyen de Lacanau, on a mangé un morceau pas loin, et je lui dis, on vient parler de la submersion, de la montée des eaux, vous en pensez quoi? Il dit, vous voulez que je vous dise sincèrement? Je dis oui, j'y crois pas. Et en fait, c'est ce que vous disiez, Monsieur Baud, c'est parfaitement exact, c'est-à-dire que 2014, on a eu 33 tempêtes, dont 5 majeures, et là on a vu ce que c'était que les risques de submersion. À Cabreton, on a été bien submergé, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et puis effectivement, après ça, il ne se passe plus rien. Et puis même quand on a des fortes tempêtes comme celle-là, on a des endroits qui bougent pas. Et d'autres, comme nous on a eu à Osgore, qui ont perdu, mesurés par des amis pompiers, 40 mètres de dunes qui sont partis. Et d'ailleurs, je fais une faute, je dis de dune, et les gens me disent, ouais, mais c'est de la dune. Je dis non, c'est de la France. C'est la France qui s'en va. C'est la France qui est grignotée. On a quand même des mètres, notre pays se rétrécit. C'est aussi, il faut, tout ce qui peut aider à la prise de conscience, c'est ça le plus compliqué, je pense, c'est les gens. Ils y croient quand il y a une tempête. Le lendemain, tout le monde dit, mais il faut faire quelque chose, pourquoi les élus font rien et tout. Et puis, après, on oublie un peu, il fait beau. Et ils disent, après tout, peut-être qu'on est tranquille pour 20, 30, 50 ans. Et du coup, les mentalités n'évoluent pas. Donc moi, ce que j'observe le plus, parce que la force de l'océan, enfin, je travaille sur l'océan depuis toujours. Et donc, j'ai eu l'occasion, en naviguant, en surfant, en travaillant sur l'océan, vous parliez d'événements non linéaires, et je crois que c'est un mot très important, parce que j'ai travaillé sur les vagues scélérates, par exemple, qui augmentent, c'est-à-dire les vagues scélérates, c'est des vagues qui sont beaucoup plus grosses. Ça a été un grand mythe pour les anciens navigateurs, mais en fait, ça existe tout à fait. Bien sûr, et alors c'est des vagues qui sont 3 fois plus grosses que l'ensemble des vagues présentes, on va dire, très rapidement, et qui posent de vrais problèmes à la navigation, et qui posent aussi des problèmes à la côte, parce qu'en fait, des vagues scélérates, il y en a plus qu'on ne croit, mais parfois, elles peuvent faire 2 mètres, parce que quand vous avez des vagues d'1 mètre, vous pouvez avoir une vague scélérate de 3 mètres qui arrive. Et tous ces phénomènes additionnés font qu'effectivement, et puis la difficulté de pouvoir dire à tel endroit ça bouge, à tel endroit ça bouge pas, c'est ça aussi. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est exactement ce que vous disiez. Je suis en plein accord avec tout ce que vous disiez, c'est à savoir régler ce qu'on fait en fonction des endroits, des lieux, des moments. Et on peut pas dire, on peut pas avoir de raisonnement général. Dire ça c'est bien, de mettre des empierrements à tel endroit c'est bien, de pas en mettre là c'est bien. C'est valable pour tel endroit et tel endroit, mais pas pour tel autre. Je rebondis sur sa prise de conscience. C'est vrai qu'il a dû rencontrer sans doute un nouvel habitant qui vient d'arriver, mais ou alors que vous connaissez très bien. Bon, mais il sait ce que j'en pense, mais on a multiplié. Oui, mais on a multiplié les forums, les documents d'information. Mais quand on était la nuit en 2014 sur le front de mer, on était une dizaine là, dans un grand silence, et que où la mer justement était en train de nous manger. Je peux vous dire que ces images-là, elles sont restées très fortes dans la tête des habitants. Mais... Et aujourd'hui, quand je vais donner un exemple sur lequel je réponds presque quotidiennement, c'est que on est resté très attractif. On a créé ici, si vous voulez, où nous sommes assis, ce bâtiment aujourd'hui ne pourrait pas se construire. On n'a pas de prévention des risques, mais on a créé une zone UBL. Ça veut dire que on peut y amener des équipements s'ils sont réversibles, si on peut les déplacer. On peut aussi changer la destination des bâtiments, mais on ne peut plus construire sur à peu près 1 km de long et 200 mètres de large. Donc déjà ça dans l'esprit des propriétaires, ils sont 1500 appartements et plus de 120 commerces sur des enjeux qui sont à hauteur d'entre 300 et 400 millions d'euros. Je peux vous dire que quand vous tapez là-dedans, ça commence à faire peur, et qu'avec ces gens-là aujourd'hui, quand ils me posent la question, on voudrait acheter un appartement, je dis aujourd'hui, vous faites un achat plaisir. Oui. Vous ne faites pas d'investissement ou transmission. Ils le savent. Aujourd'hui, les documents du notaire spécifiques, on est sur une zone à risque avec donc déjà, mais ils le font quand même parce qu'ils savent que c'est un achat plaisir, qu'ils vont en profiter pendant 30 ans, mais que derrière, on ne peut pas leur garantir ce qui va se passer, même si l'homme est capable de protéger cette partie urbaine. Moi, quand je réfléchis, parce qu'on avait intégré dans la stratégie locale le volet protection, parce qu'il y avait cette acceptation sociale où nous avons nos habitudes, quand on vient presque tous les jours, à venir voir la mer,
faire y vivre. C'est un lieu de vie, cette station. On la transforme aujourd'hui en ville océane avec le GIP sur l'aménagement durable de la station. Donc tous ces plans de l'avenir sont en train de se construire. On va choisir nos cabinets d'architectes. Mais c'est de dire finalement, comme on fait peut-être d'autres continents et les Britanniques en particulier, sur des enjeux très très forts, on va protéger. Mais la MIACA a fait que on a des dizaines de kilomètres de sable protégés, des dunes où il n'y a pas de construction. Sur des sites sans regret comme les parkings, le poste de secours, on va relocaliser. Et puis le reste, on laissera faire la nature. Ça veut dire, monsieur le maire, qu'un commerçant qui ferme pour la saison, par exemple, qui ferme au mois d'octobre, on va dire, et qui réouvre au mois de mars, peut très bien trouver son établissement entièrement inondé. Ici, sur le front de mer. Inondé, non, parce qu'on n'est pas sous des problématiques de submersion. On est sur oui, mais il y a une grosse tempête, grosse tempête avec une marée de 110. Oui, non. Sur la protection qu'on a aujourd'hui, elle a été construite en collaboration avec tous les partenaires dans les services de l'État. Sur les 4 ou 5 ans qui viennent, il n'y a pas trop de problématiques. On est en train de penser le dimensionnement de la prochaine protection qui nous protégera à l'horizon 2050. Et nous aurons des choix politiques à faire pour voir si en 2050 ou avant, on relocalise d'autres bâtiments ou d'autres. Aujourd'hui, on n'a pas de loi qui nous permette techniquement, juridiquement et financièrement de pouvoir envisager. Alors aujourd'hui, elle est en préparation, véritablement, avec le ministère de l'Environnement et d'autres ministères. On est en train de travailler à l'élaboration. Là, ça serait peut-être plutôt une ordonnance si on veut qu'elle soit appliquée avant la fin du mandat, parce que si c'est une loi, on se réexposera à ce qu'on a connu à la fin du mandat précédent. Donc je pense qu'on va vers la bonne direction, que l'État est enfin à l'écoute, parce qu'il faut savoir que nos stratégies locales sont validées par l'État au niveau régional et financées. Mais au niveau national, elles ne sont pas validées. Donc cette problématique, elle est compliquée. Oui. Vital Baude, c'est des gros financements, tous ces travaux et toute cette surveillance, ou c'est du financement point par point, où il y a une politique, on l'a bien compris, qui est plutôt régionale sur l'ensemble du trait. Alors, avec la Nouvelle-Aquitaine, qui sur le littoral est composée de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, on a des problématiques, vous le soulignez tout à l'heure, complètement différentes. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les problématiques de submersion qu'évoquait la maire d'une commune de l'île de Ré ont des outils qui s'appellent les plans d'action et de prévention des inondations qui permettent d'obtenir des financements conséquents de l'État. Et donc la région a participé parce qu'il y avait des engagements qui avaient été pris par l'ex-région Poitou-Charentes avec des sommes extrêmement conséquentes. On a assumé les engagements et un certain nombre d'avenants. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros sur ce mandat-là. La problématique de l'érosion, comme le soulignait Laurent Perrondé, c'est un petit peu particulier parce qu'elle est orpheline justement d'un quelconque outil juridique qui permet d'accompagner les collectivités locales. Donc la région a initié avec le GIP Littoral des stratégies. Donc là on a financé, c'est plusieurs millions d'euros en fonction des stratégies locales pour examiner quelles vont être les meilleures réponses justement à apporter en fonction des problématiques qui peuvent être différentes en fonction des situations des collectivités locales. Donc déjà, cette réflexion amène des études et ça coûte en effet beaucoup d'argent et on accompagne. Après, il peut y avoir, quand on est dans un certain nombre de collectivités face à des situations plus ou moins urgentes, des rechargements sable. On en parlait un peu avant l'émission. Et il y a des collectivités qui sont obligées d'amener du sable, mais le sable, il ne faut pas le prendre n'importe où, parce que là où on le prend, il peut manquer. Après, en effet, il va être repris par la mer, mais c'est aussi sa fonction. Ou bien, il peut y avoir des protections en dur. Et c'est le cas avec ici l'ouvrage qui est juste derrière vous. Sauf que dans toutes ces solutions, suivant qu'on les examine à une échelle de temps différente, elles ont une durée de vie qui ne va pas être si évidente que ça, en particulier avec les incertitudes liées au dérèglement climatique. Quand je dis incertitude, je ne nie pas le dérèglement climatique, bien au contraire. Ces effets sont plus mais ou moins on ne sait pas. Le rapport à Climatera nous dit si on arrête collectivement à l'échelle de la planète de produire des gaz à effet de serre, à la fin du siècle, on aura une hausse de 35 cm. Ok. En revanche, si on continue sur des trajectoires inquiétantes et on a du mal à l'échelle planétaire à les contenir, vous parliez de l'anniversaire de la COP21, on se rend compte que on n'a toujours pas réussi à infléchir les courbes
Eh bien, si on reste sur des trajectoires climatiques inquiétantes, on est plutôt de l'ordre de 1 mètre, 1,50 mètre dans les prévisions les plus pessimistes. Et même des fois, on peut aller au-delà en fonction de phénomènes qu'on a du mal à mesurer. Donc on se rend compte que les ouvrages, et c'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre de digues de Charente-Maritime, c'est là qu'on apprend, les ouvrages qui ont laissé penser à certains habitants, et notamment des digues, qu'ils étaient à l'abri, eh bien, ont été balayés à certains endroits par Xintia. C'est ce qui s'est passé par Xintia en Vendée. Par Xintia, faute d'entretien, mais aussi... On peut aller même plus loin parce qu'on récupère les dunes, tu le sais, Vital, sur les communautés de communes. Mais si nous, on est très embêtés, la métropole sera sous l'eau. Oui. Parce que l'eau rentre par le fleuve, et avec les gros coefficients, les tempêtes et les houles, c'est la métropole. Toutes les communes en amont, en aval qui ont des digues aujourd'hui, on sait que c'est pas calibré pour faire face à la suite. Donc il y a des solutions, il faut en parler. Monsieur Yusta Garcia, dites, quand on construit une digue, moi j'ai vu à l'île Dorée lorsqu'on a fait ce reportage à Saint-Clément-des-Baleines, des digues extrêmement importantes, extrêmement, ça serait un peu aussi large qu'un château fort, sauf que c'est en béton. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose sur le long terme? Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que les digues, c'est en fonction de la montée de l'eau. Les digues, c'est en fait des ouvrages linéaires, donc ça suffit qu'il y a une faille quelque part le long de l'ouvrage pour que tout rentre d'un coup, donc c'est encore plus dangereux. Et donc, ça peut tenir quelques temps, mais il va falloir aussi un entretien derrière qui n'est pas le même, par contre, que celle de rechercher avec du sable tous les ans, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il y a un investissement initial qu'il faut faire. Et après, il faut la tenir. Sauf que c'est des solutions qu'on dit dures. C'est-à-dire qu'on se pose fermement au seulement. Avec le risque que ça peut venir, avec le temps, il va falloir l'agrandir, on ne sait pas à quel moment on s'arrête. Et effectivement, comme vous disiez, c'est que les digues, ça donne peut-être l'apparence, la sensation qu'on est à l'abri, mais que quand je vois toutes les rives de la Garonne, moi j'habite à la métropole, on longe la Garonne, côté sud vers la Traîne, et on voit toutes les digues tout le long, c'est énorme, ça suffirait qu'ils montent un tout petit peu. À un moment donné, il y a une catastrophe de Garonne. À marée haute, c'est très plat. Toute des zones énormes à la métropole qui seront inondées, y compris chez moi, figurez-vous. Donc c'est sûr que la question de la remontée des eaux, ça concerne un peu moins certainement la Cano qu'ailleurs. La Cano, c'est un autre phénomène qui est la dynamique du littoral. Quand vous avez travaillé avec vos étudiants, ce sont des jeunes gens qui ont entre 20 et 25 ans, est-ce qu'ils ont le même regard que les anciens sur le réchauffement climatique, ou est-ce que c'est encore un peu loin pour eux, ou est-ce qu'ils sont les pieds dedans déjà? Non, ils sont à fond. Ils militent pour un changement d'habitude dans la façon de construire. Ils sont très conscients du changement climatique. Ça, c'est bien. La nouvelle génération, ils boivent de ça tous les jours, ils savent, ils sont à fond. Après, ce qui est aussi marrant, c'est que quand on avait travaillé l'année dernière sur quelles solutions pour le front des mers de la Cano par rapport à la dynamique du littoral et au retrait de la ligne des côtes, et il y avait plusieurs attitudes. Il y avait des gens qui disaient on protège la grosse digue, donc typiquement la digue habitée, où on faisait une grosse digue et on profitait. Et le balcon sur la mer, c'était. Ah oui, mais on venait avec la protection, on habitait la protection. Ça, c'était très récurrent. Un peu comme un pont habité, ce qui se faisait au Moyen-Âge. Absolument. Mais ici, c'est l'ouvrage, ce serait la digue. Voilà, il y avait des attitudes comme ça. Il y avait des attitudes qui prenaient plus sur des principes de pause. On pose. Et le jour où ça sera un problème, on part, on replie, on va ailleurs. C'était question on pose, c'est comme les banqueurs qu'on trouve. Aujourd'hui, je signe des permis précaires. Mais c'est absolument. Donc c'est dans le cadre des permis précaires, c'est-à-dire qu'on dit, vous n'avez pas, c'est pas à vie, vous savez, 50 ans, 20 ans. Voilà. Et donc voilà, il y avait d'autres groupes super intéressants qui disaient, la mer nous attaque, mais nous on y va vers la mer. Donc, il y avait des gens des étudiants qui faisaient des passerelles qui allaient au milieu des vagues parce que c'était un point précieux. La Cano, c'était un des seuls vrais balcons sur la mer qu'il y a sur de la côte. Voilà, il n'y a pas tellement d'endroits où on peut être aussi près de la côte absolument. Dans la région. Absolument. Je vous rassure, les architectes aussi le font. Il n'y a pas que les élèves architectes. On a encore eu des architectes qui veulent nous faire des... Alors c'est très... Ça fait rêver. On se dit, oh, c'est merveilleux. Donc finalement, après, sur le coup de waouh. Et puis après, on se dit, restons raisonnables. Même si on a besoin de marqueurs importants sur notre forme. C'est intéressant l'attitude des gens. Ils ne sont pas forcément peur de se retraiter de la côte. Ils s'approprient
de l'événement, ils savent détourner un peu le problème pour finalement se l'approprier. Mais c'était juste dire que quelque part, les solutions techniques, même s'ils ne sont pas forcément tout le temps pertinents à long terme, une fois qu'on cadre un peu le périmètre d'intervention, l'humain, il sait faire des solutions techniques, mais qui n'est pas forcément la bonne attitude. Pour moi, la bonne attitude, c'est dire, purée, on a des événements qui arrivent, et surtout, en amont, arrêtons la production des gaz à effet de serre, et d'ailleurs, la gaspillage des ressources à la planète, c'est encore autre chose, la biodiversité, etc. Et donc, à partir de là, une fois qu'on arrête ça, mais si on ne peut pas arrêter ça, forcément, il faut laisser que la nature arrive, et on fera avec, on va laisser... on va vivre avec la nature, quoi. Ouais, vous savez que c'est plus que ça. C'est pas uniquement le sujet de l'érosion et de la protection côtière qu'il faut traiter. C'est le projet de ville derrière. On travaille tout ce qui va se passer, ce que l'on veut devenir. Qu'est-ce que va être la ville océane, mais aussi le bourg, le sujet des mobilités, de l'emploi, de l'habitat. Tout ça, c'est lié. Qu'est-ce qu'on veut devenir et il faut traiter, bien sûr. Les prochaines 30 ans, il faut pas non plus le voir avec une vision court-termiste qui est aussi très liée au prix de la construction de l'immobilier par le fait d'être dans un endroit privilégié qui pèse beaucoup aussi. Il faut avoir parfois ce courage de dire... On évoquait avec Vital tout à l'heure, c'était le sujet de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, il faut qu'on propose des constructions qui justement soient sur pilotis ou sur plot pour éviter justement que la biodiversité continue. Parce qu'on a aussi un autre problème, c'est la force des précipitations aujourd'hui en 24 heures, 36 heures, ce qui ne s'est pas assez avant. Et à l'intérieur de nos villes et de nos villages, on a ces problématiques de pluviales aujourd'hui parce que ce qui tombait en mois tombe en 2 jours aujourd'hui. Donc on a tout à réinventer, tous les modèles, et c'est là que vous êtes très utile pour nous. Allons-y, les hommes montent et 2 jours plus tard, ça descend, et c'est pas grave, monter à l'étage. Voilà. Hugo Verlhomme, la ville imaginaire d'un poète, d'un écrivain comme vous, en bord de côte, vous y pensez, je suis sûr. J'y pense tout le temps, puisque je vis à Cabreton et que c'est même un sujet. Mais moi, justement, alors une fois, j'avais été contacté par les gens de La Réunion à propos des attaques de requins, c'était au début, avant que ça devienne complètement un peu hystérisé comme débat. Et je leur avais suggéré, j'avais même donné des adresses de gens, de créer un centre d'études des attaques de requins à La Réunion. Vous avez un problème d'attaque de requins à La Réunion, étudiez-le, faites-en un centre. Et pour des villes comme ça qui sont attaquées par l'eau, un petit peu comme on a à Cabreton différemment, je trouve qu'il faut essayer la ville du futur, pour moi, elle devrait être recréée autour de ces événements-là. C'est-à-dire, vous parliez de marqueurs, et moi je suis très attaché aux blocos. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un roman autour des blocos, de la construction des blocos pendant l'occupation en ce moment même. Et les blocos que j'ai connus tout gamin, puisque dans les années 50 j'étais à Cabreton, eh bien ces blocos, j'allais sur le haut de la dune, j'écartais des broussailles pour pouvoir y aller. Et les gens disent oui, ils ont dévalé la dune. Je dis top, ils n'ont pas bougé d'1 centimètre, peut-être d'1 ou quelques mètres, mais ils sont exactement à l'endroit où ils ont été construits. Et là, les gens disent mais non, c'est pas possible. Je dis mais si, j'ai même plein de photos. Le trait de côte Osgore-Cabreton était le même, et ces blocos c'était sur le sommet de la dune, et donc c'est voilà l'effet de l'érosion là, il est plus que flagrant. Il est flagrant. Et donc je pense que les villes du futur comme Cabreton, et je travaille activement là-dessus avec la mairie, doivent devenir des villes liées à l'océan, mais liées à leurs problématiques. Vous avez une problématique d'érosion, de submersion, même d'effets d'eau. Dans les terres, il faut en faire presque un atout, dire voilà, nous on est une ville qui a ces problèmes, on a construit autour de ça. Le phénomène de réversibilité, je le trouve d'autant plus intéressant que je pense que notre société devrait devenir de plus en plus réversible, c'est-à-dire que les choses ne devraient pas être posées, et vous disiez que ça devrait être évolutif. Les anciens ne construisaient jamais les pieds dans l'eau, ça leur paraissait complètement aberrant. Donc moi je pense qu'il faut se servir du patrimoine pour réinventer le futur. Ce que faisaient les anciens n'était pas si idiot, parce qu'ils connaissaient l'océan, même s'ils ne se baignaient pas dedans et qu'ils n'en profitaient pas comme nous on en profite. Et donc voilà, cette ville du futur, pour moi, c'est un mélange de patrimoine, de futur, mais aussi d'audace par rapport à... On a un problème ici, et ben non, on en fait un atout. Alors c'est facile à dire, moi je suis là, je ne gère pas les budgets, etc. Avec une difficulté, alors peut-être moins chez vous à Cabreton qu'ici, et les Charentais vous ressemblent, ils sont plus maritimes. Nous, on est un peu comme à La Réunion. La Réunion, ils ont cette difficulté, c'est pas des marins. Moi, je suis allé discuter avec les élus là-bas pour essayer justement de parler de surf et des problématiques. Ils s'en foutaient.
Oui, c'est des gens de la... L'eau, c'était pas leur problème. Ils vivaient à l'intérieur des terres, il y a une vraie opposition. Et chez nous, en Gironde, on a aussi cette problématique. Pas sur le bassin peut-être parce qu'ils ont des ports, mais qui ont des villes à l'intérieur voilà. des terres. Mais nous, on n'est pas des marins. Voilà, c'est ça. On a nos habitudes, mais depuis Bordeaux, on ne voit pas comme des marins. Et le département de la Gironde n'est pas encore un département qui a pris conscience que son littoral, sur l'estuaire Alors et qu'il y a sur un le trait de littoral, côte extraordinaire. ça y est, ça vient. Fabuleux. Mais on n'a pas cette histoire de marin. Bah, il faut la construire. Vital Vaud. Oui, pour intégrer toutes ces problématiques-là, de mon point de vue, il y a une formule qui est pas mal, c'est la recomposition spatiale. Hein, ou alors, il y en a qui parlent de relocalisation ou de repli. Ou mais du en mot tout la cas- mode de résilience. ou de résilience. Mais sur l'espace, et de mon point de vue, qui doit rester contraint, hein, parce qu'on a aussi d'autres problématiques liées à l'érosion de la biodiversité, à l'étalement urbain et compagnie qu'on est obligé de contraindre maintenant, je pense que ça doit nous pousser à nous réinventer, hein, vous avez raison, et avec cette notion de recomposition spatiale. Ça veut dire que, et là on n'est pas à l'échelle d'un mandat ou deux d'élu local, hein, mais je pense qu'il faut d'ores et déjà, et en particulier avec le dérèglement climatique, se projeter quand même dès maintenant dans 10, 20, 30, 40 ans pour qu'on commence justement à préparer cette recomposition spatiale, parce que de mon point de vue, là où en effet, sur 10 ans, 20 ans, on va peut-être pouvoir arriver avec un ouvrage comme celui qui est en bas, résister. Alors après, il y aura un choix à faire. Est-ce qu'il y aura une plus grande digue, un ouvrage encore plus grand? Moi, ce que je crains, c'est qu'on parlait financement tout à l'heure, c'est qu'on soit dans des périodes où l'argent public est de moins en moins abondant. Et, J'ai pas vu ça, moi, ces derniers mois. Hein. bah, écoute, donc tu es d'accord avec moi. Il n'empêche que il va falloir quand même trouver des solutions pour que ce repli et donc cette recomposition spatiale soit financée d'une façon ou d'une autre. Donc tu parlais tout à l'heure de réflexion pour faire apporter des évolutions législatives. Et c'est vrai qu'on les attend pas que à la Cano, mais surtout le littoral, parce que il y a des endroits où la conscience, elle est d'ores et déjà là sur le caractère inévitable de venir reculer des enjeux. Alors pas forcément quand on est aussi urbanisé que sur le front de mer de la Cano, mais à d'autres endroits, on sait très bien que on ne pourra pas faire un ouvrage, ça coûtera beaucoup trop cher, personne n'aura les moyens et le courage de dire je vais mettre autant d'argent public alors que on a beaucoup d'autres problématiques, en particulier maintenant. En effet. Donc il faut préparer ça. Est-ce que c'est de l'argent privé? Est-ce que c'est de l'argent public? Est-ce que c'est à l'échelle d'une génération où on renvoie ça au suivant? Et donc pour éviter justement que ça soit la génération suivante qui se retrouve complètement embêtés, quand je parle de génération, c'est les héritiers, mais c'est aussi les élus d'après, se retrouvent encore plus embêtés avec l'aggravation du dérèglement climatique. Il faut préparer les Il faut faire choses. des comparatifs, et on le sait très bien, que sur 400 millions d'euros d'enjeux ici, aller faire une protection à 35, ça me semble pas énorme. Sauf que, il faut quand même se rappeler que l'AMIACA, l'État, c'est eux qui ont souhaité que justement ces stations développent le tourisme en France, donc ils peuvent pas s'échapper aujourd'hui. Mais c'est vrai, je rejoins Vital, qu'il faut réunir tous les partenaires et que le privé aura sûrement son rôle à jouer, parce qu'aujourd'hui la loi, si on voulait, on ferait rien et s'étasserait aux 1200 propriétaires sur la zone à payer, hein, si l'on souhaitait la collectivité, il faut le savoir quand même. C'est cette loi-là qui aujourd'hui oblige les propriétaires à se défendre. On le fait, on est volontaire, l'Europe nous aide aussi beaucoup sur ces sujets-là. Il faudra trouver le juste équilibre pour pas que justement la relocalisation que ces bâtiments tombent à l'eau coûte pas encore plus cher à gérer dans le futur. Laurent Perronnet, quand on est maire d'une commune, on est maire pour 5 ans, 6 ans maintenant, même un peu plus, et plus si affinité, comme dirait l'autre. Mais on gère des problèmes qui sont à 20, 30, 40 ans. Comment est-ce qu'on fait passer son message? On sait que les maires sont appréciés, c'est le mandat le plus apprécié des Français. Mais comment est-ce qu'on fait passer ce message si lointain à des citoyens qui ont des préoccupations extrêmement quotidiennes? Je crois qu'il faut trouver le vocabulaire adéquat et la simplicité dans tout ce que l'on fait tout au long de l'année en expliquant ces problématiques aux gens. Ici, il n'y a pas un habitant qui n'est pas au courant de ce qu'on est en train de faire. La stratégie jusqu'à 2100, elle est connue, même si tous les éléments de la stratégie ne sont pas connus. Il n'y a pas un canolé qui ne sait pas aujourd'hui ce qui va se passer.
le réchauffement climatique, il y a encore quelques-uns qui le nient. On en avait un juste en face, là, nos voisins les plus proches. Ben oui, mais aux États-Unis, on avait quand même des gens qui sont dans le déni. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et même si c'était pas le réchauffement climatique, on sait que la mer monte et puis qu'on aura des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes. Et se réchauffe. Et se réchauffe aussi. C'est pluie abondante. Voilà. Hein. Mais je crois qu'il changement faut climatique ou pas, il faut faire les mêmes choses de toute façon. Mais je crois qu'il faut être. C'est pas très difficile. Bon, en plus, je suis pas tout seul. On a des équipes. On est accompagné par le GIP et la région. Et j'ai une équipe d'élus qui est mobilisée. Et on a des comités de concertation locaux. Donc le message, il est relayé en permanence. Ça permet d'anticiper les choses. Et politiquement, je n'en fais pas. Je pense pas à ma prochaine réélection quand je prends des décisions avec mes collègues. C'est ça, mais c'est difficile. Parce que là, en fait, vous faites vraiment de la politique au sens noble du terme. Vous prévoyez pour la cité à venir. Oui, mais c'est des décisions qui sont réfléchies en commun. C'est pas le bon vouloir d'un maire qui va décider de faire. Non, il faut que cette stratégie-là soit validée par tous les partenaires. C'est un travail à long terme, mais aujourd'hui, on est quand même dans une phase opérationnelle. Ça doit être compliqué, Vital Bot, de mettre tous ces maires d'accord, parce qu'ils ont une même problématique, c'est l'océan, mais ils sont d'étiquettes différentes, d'idéologies différentes. Comment ça se passe ? Est-ce que l'océan les réunit ? Alors, oui, l'océan les réunit et les mettre d'accord face à l'évolution du trait de côte, ça c'est un travail qui est maintenant à peu près acquis, en tout cas chez les élus. C'est difficile, Vital. C'est acquis. Ça a été difficile, mais le GIP littoral, l'Observatoire de la côte aquitaine ont œuvré justement pour faire comprendre ces notions-là. Ce qui est peut-être un peu plus difficile de mon point de vue, et en plus, alors juste je rajoute, et en plus, ce sont des stratégies locales. On a une stratégie régionale, mais ce sont des stratégies locales, justement, on s'adapte aux problématiques des collectivités. Et donc, qui décline de la régionale, en effet. Après, il y a quand même un petit écueil sur les financements et sur l'argent public. Moi, quand même, qui me balade dans toute cette grande région, il y a l'acceptabilité par un certain nombre de nos concitoyens qui sont aussi qui payent des impôts et qui se disent oui mais attendez, vous allez mettre de l'argent là sur une collectivité où c'est pour les touristes, c'est de la résidence secondaire, c'est pour eux aussi. Et donc, je sais que des fois tu envisages la possibilité que les Bordelais, la métropole, qui profitent du littoral, participent éventuellement. Donc, je suis très à l'aise et Vital, je pourrais en parler, puisque quand même, ici, quand même, on a des recettes touristiques et on a quand même rétabli une situation financière. Je prendrai la commune du Porge à côté, qui est tous les week-ends envahie, je dirais, par les habitants métropolitains, qui paient le nettoyage, qui paient les sauveteurs et qui n'ont aucune recette touristique. Mais il est normal que la région, le département, la métropole fassent l'effort d'aider des communes qui justement donnent du plaisir à ses habitants. C'est exactement le bon exemple, parce que moi justement, c'est la commune du Port, j'ai cité en exemple, ils me disent mais attendez, vous allez dépenser de l'argent public, accompagner des collectivités, et encore une fois, c'est toi tu hérites d'une situation, donc c'est pas toi qui es en cause, mais vous allez investir de l'argent public sur des collectivités qui ont construit là où il aurait peut-être pas fallu, alors que la petite commune du Porge qui a quelque chose qui est très en retrait, bien en amont du cordon dunaire et qui est beaucoup plus vertueuse de ce point de vue-là, eh ben elle, à la limite, vous allez les accompagner pour le plan plage, mais vous n'allez pas dépenser des millions ou des dizaines de millions justement pour régler des problèmes comme vous le faites dans d'autres collectivités. Donc cette notion d'acceptabilité, elle n'est pas si évidente que ça, et donc il faudra trouver dans la loi, et j'espère qu'elle verra le jour, il faut trouver quelle est la bonne échelle pour la solidarité. Est-ce que c'est le département, la région, est-ce que c'est le littoral et les communes littorales qui s'entraident entre elles? Donc cette notion d'acceptabilité, elle est aussi très importante. Yosta Garcia, quand on travaille avec le maire de Biarritz ou quand on travaille avec le maire d'Étré, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Comment est-ce que l'échange avec les élus se fait ? Je pense qu'il y a toute une constante qui est celle du temps de mandat déjà des maires, qui est, il y a quand même, les maires sont toujours, il y a une vision aussi politique à rendre compte pendant son mandat, ça c'est sûr. Mais je trouve que heureusement les élus, on retrouve qui sont des gens qui sont assez visionnaires, qui ont la bonne vision des choses. Et donc on n'a pas du mal, si tu veux, à faire passer le message. Je ne pense pas que ça bloque à ce niveau-là. Okay.
Après, moi, ce que je voulais juste, j'ai l'impression que le débat se vire vers la politique, et, enfin, vers quelles solutions ponctuelles. Parce que j'entends encore une fois dire que là, il y a des cas très ponctuels, comme celle des Clacano, et il doit y avoir d'autres cas bretons ailleurs, où effectivement, c'est un cas où historiquement, ça c'est devenu comme ça. Il y a un gros enjeu très près, donc il faut peut-être sûrement plus tard faire des investissements pour des protections. Mais si on regarde un peu plus vaste, au niveau de la région, au niveau même du pays. C'est ça la question, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, mon message, c'est de dire vraiment, il faut qu'on soit plus audacieux et ambitieux. Il faut qu'on y aille sur des programmes plus expérimentaux dans lesquels déjà qu'on prenne conscience du risque et de comment nous, on peut contribuer davantage à accélérer ou pas ces risques-là. C'est-à-dire qu'on doit être plus responsable dans le type de permis qu'on donne avec les exigences de la réglementation sur le type de construction qu'on fait, sur les ressources qu'on va utiliser pour construire. Donc c'est un ensemble en fait qu'il faut qu'on cherche, qu'on trouve une cohérence d'ensemble, une cohérence des peuples, où tout le monde, enfin, on va dans la bonne direction. Et notamment, sur ce qui concerne la construction près des zones des plages, moi, je vous conseillerais, voilà, d'être beaucoup plus expérimental, des constructions réversibles, des constructions légères, des zones tampons, des zones où la nature elle-même, dire qu'il y a le paysagisme, le paysage joue un rôle super important sur la protection douce qu'on dit. Donc, faites intervenir davantage des paysagistes là-dessus. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà que de simples débats politiques, qui paye quoi, et là, sur les prochaines 10 ans, quoi. Hugo Verlhomme, ça commence à l'école, en fait, la sensibilisation du citoyen de demain sur ces questions-là aussi. Ça commence d'autant plus à l'école que l'océan est complètement absent. Il est absent du programme scolaire, un peu moins maintenant, mais pour moi l'océan il devrait être dans les maths, dans la physique, dans l'histoire, dans la géo, dans le français, il devrait être un peu partout. Et c'est vrai qu'on manque de culture océanique, et c'est vrai que vous le disiez d'ailleurs, monsieur le maire, c'est vrai que la plupart des maires du littoral ne sont pas des maires de l'océan, ils connaissent pas spécialement, c'est pas... Alors, pas des marins. En Bretagne, on a beaucoup plus de marins, etc. Et cette culture océane qui est en train d'exploser évidemment dans la jeunesse, avec le surf et tous les autres sports, et même l'intérêt pour l'océan. Je vais beaucoup en milieu scolaire, un peu partout, collège, école, lycée. Et dès qu'on parle de l'océan, les yeux s'allument, les bras se lèvent, il y a 1 million de questions sur les baleines, les vagues, tout ça. Donc je pense que ça, c'est nécessaire, et qu'on va créer une génération de passionnés de l'océan, d'océanographes, de techniciens de l'océan, comme on n'avait pas avant, parce qu'avant, les techniciens de l'océan ne connaissaient pas forcément l'océan avec leur corps et leur esprit. Et moi, comme vous savez, dans mon bouquin, je milite pour, disons, la spiritualité de l'océan. Si les gens comprennent une philosophie. Si les gens comprennent le lien entre le vivant, l'humanité et l'océan, ils vont avoir vraiment envie de le protéger encore plus. C'est comme si on découvre que sa mère est malade, on va s'en occuper. Et ben notre mère, elle est bien agressée. Et si on comprend vraiment le lien qu'on a avec l'océan, à savoir que toute vie est née de l'océan, c'est une banalité, mais il faut quand même la répéter. À ce moment-là, je pense qu'on va avoir une vraie mobilisation. Les grands documentaires sur le monde sous-marin, sur les mammifères, sur les ours blancs, sur le réchauffement climatique, tout ça, ça tente à saisir les populations tout de même. Oui, bien sûr. Alors après, évidemment, il y a d'une part des documentaires qui montrent les désastres, de l'autre les beautés. Et je pense que voilà, il faut arriver à marier ces deux choses-là et pas plonger. Parce que le problème qu'on peut avoir, c'est aussi on assène tellement d'horreur sur la tête des enfants un petit peu qu'au bout d'un moment ils sont désespérés. On leur dit mais la mer est malade, il y a plus de dauphins, il y a la pollution, il y a ceci. Et moi je fais l'inverse parce que je sais que de ça ils l'ont cette information, qu'ils le veuillent ou non. Oui, ça, et donc c'est je bon. leur montre tout ce qu'on peut faire de positif, même dans des situations qui ont l'air mauvaises, avec l'océan, par l'océan, à tous les niveaux, quoi. Je l'ai vu sur des gens handicapés, sur des gens malades. L'océan a un pouvoir absolument incroyable, et ça il faut le mettre en valeur aussi avec tous les problèmes que pose l'océan sur le territoire, pour que les gens, on n'entende plus la mer nous a attaqués, ou la mer est en colère, ou des choses comme ça. On est juste. Mais ils veulent tous venir y habiter quand même. Pardon ? Ils veulent tous venir y habiter quand même. Mais c'est exactement. Je rebondis sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, il est là aujourd'hui. Alors il faut faire très attention. On arrive avec un bon état d'esprit, et une fois qu'on est là, finalement, on voudrait que tout s'arrête. Nous, on est une terre d'accueil où c'est vrai qu'on accueille des habitants
habitants tous les ans. On y fait très attention, on essaie de le faire le mieux possible. Mais c'est vraiment le sujet qui se pose dans les prochaines années. Tout le monde veut habiter sur le littoral. Moi, je regarde toutes les maisons qui se vendent aujourd'hui. Les résidences secondaires deviennent des résidences principales. Et pour une ville, c'est merveilleux. Mais il faut quand même expliquer aux gens qui viennent s'installer qu'ils viennent s'installer dans un certain état d'esprit, qu'il faut qu'ils comprennent bien sûr nos problématiques littorales et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est l'état d'esprit des gens qui viennent s'installer sur la côte. Ils l'ont en arrivant. Et une fois qu'ils sont là, finalement, ils ont peut-être plus trop envie qu'il y a des gens qui les rejoignent. Mais ça, il suffit de regarder les cartes au niveau mondial. Quand on regarde la carte de l'Australie, des États-Unis, etc., les principales habitations sont au bord de l'eau. Les gens veulent vivre les pieds dans l'eau. L'essentiel de l'humanité, 60% de l'humanité. C'est que Hugo, enfin, moi je suis né à Valence, Valencia en Espagne. Et moi, je suis ici par la passion des vagues, en fait. Ouais. C'est la passion des vagues et la passion de l'océan qui m'amène aujourd'hui, qui ne me fait pas plus bouger des Bordeaux. Qui vient rejoindre un peu, Laurent, votre remarque sur que les Bordelais, c'est-à-dire que c'est un balcon sur la mer pour les Bordelais. C'est sûr que pour nous, en habitant à Bordeaux, la canoë, c'est un atout. Si on n'avait pas la canoë, enfin, on irait ailleurs. Mais c'est quand même un point fort de notre vie quotidienne annuelle. Hein. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est faire accepter à cette clientèle quotidienne et puis à ces habitants de la Gironde, quand ils viennent ici, ils viennent maintenant. Alors le surf n'est plus une mode, c'est vraiment un état d'esprit et l'industrie du surf. La canoë héberge des compétitions internationales. Oui, bien sûr. C'est un peu notre phare de l'été. Mais je vois que c'est toute l'année. Maintenant, toute l'année, nos écoles de surf, c'est 19 écoles. Enfin, tout le monde se met au surf. Pourtant, c'est pas un sport très facile. Mais quand on est dans les vagues, c'est extraordinaire. Donc, tout de suite, on s'amuse. Même si on ne réussit pas à se lever, tout de suite, on s'amuse. Mais c'est surtout un bien-être fou. Quand on est dans l'eau, c'est tout à fait extraordinaire. Donc on est très attractif, on attire de plus en plus de monde et il faut faire attention à bien le gérer. Et ça, pour ça, le travail du GIP et de la métropole est intéressant. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de mieux accueillir et de faire attention justement à que nos villes conservent cet état d'esprit et cet esprit village encore. Vitalbod, vous nous avez parlé de plusieurs organismes qui s'occupent du trait du littoral, qui sont complémentaires, etc. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas un millefeuille un peu à la française? Non, là sur le littoral, je crois que Laurent va être d'accord avec moi. Nous, on a l'observatoire de la côte et on a le GIP littoral. Alors après, il y a différentes collectivités, hein, le département, la région, l'État, et donc différents dossiers réglementaires sont encore très lourds. Hein. Mais après, au niveau de la région, on a quand même deux outils que j'évoquais qui sont très bien identifiés. Je voulais rebondir sur ce phénomène de littoralisation, c'est comme ça qu'on l'appelle en général, qui fait qu'on a vraiment un gros attrait de la population vers notre littoral. Il peut être illustré avec un chiffre qui est issu d'une étude en cours réalisée par le GIP littoral, c'est qu'en 30 ans, sur les territoires littoraux, l'augmentation de l'étalement urbain ou des zones urbanisées, elle est de 43%. Et donc ce chiffre-là est aussi à mettre en rapport, au-delà du dérèglement climatique, avec la préservation de la biodiversité. On a réussi avec la MIACA à contenir sur certaines fenêtres, mais il ne faut pas oublier, y compris un tout petit peu en rétro-littoral, que c'est un autre des enjeux. Faire face au dérèglement climatique, mais aussi préserver la biodiversité, préserver les espaces naturels. Et c'est vrai que le phénomène que tout le monde décrit autour de la discussion, là, tend à faire porter une grosse pression sur les espaces agricoles, sur les espaces naturels, sur les espaces boisés. Et donc, il y a là aussi une grosse alerte à faire, avec en plus sur le littoral d'autres problématiques. Alors, un peu moins ici parce qu'on n'a pas de culture marine comme sur le bassin d'Arcachon par exemple avec l'ostréiculture ou la pêche, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on amène avec nos eaux usées, qu'est-ce qu'on amène avec les médicaments qui se retrouvent dans les toilettes qui ne sont pas forcément filtrés par les stations de traitement des eaux usées et qui atterrissent sur le littoral. Donc, et les microplastiques, tout ça est à prendre donc dans sa globalité. Le recul du trait de côte, mais aussi l'impact que cet attrait, ce phénomène de littoralisation, engendre sur notre territoire. Et pour rebondir juste à une dernière chose, et après je laisse la parole, il y a des associations qui font très bien le travail, comme vous d'ailleurs avec vos ouvrages, Surfrider. Il y a aussi un programme qu'on accompagne au-delà de Surfrider avec Water Family. Et j'en profite pour dire tous mes encouragements à Benjamin Dutreux, qui est actuellement, on parlait de navigateur, qui est actuellement en course sur le Vendée Globe.
et qui porte fièrement les couleurs de la Water Family, qui évoque toutes ces problématiques-là de recul du trait de côte, de submersion et les différentes pollutions et les problématiques sur le littoral. Donc de l'eau en général et puis des espaces naturels et des ressources à préserver. Donc j'espère qu'il va nous faire une belle course et qui porte haut toutes ces problématiques-là avec des ouvrages dans ce qu'on a financé qui sont diffusés dans les écoles d'ailleurs pour justement faire héberger ou préserver, parce que souvent ils les ont, mais qu'ils n'oublient pas toutes ces problématiques-là que vous avez très bien évoquées les uns et les autres. J'ai pas trop de crainte de nos jeunes aujourd'hui. Les tout petits, quand je vais à la poubelle chez moi, ils me regardent, ils me disent où il va la mettre, où il va mettre son déchet, j'ai pas intérêt à me tromper. Donc nos jeunes sont quand même très très bien éduqués. Je suis sûr ils éduquent les anciens, aussi, leurs parents. Bien sûr. C'est un peu le principe de la 50. Si je peux me permettre de rebondir sur l'environnement, parce qu'on parle beaucoup d'environnement. Ils te poussent à acheter en vrac, j'espère aussi, les jeunes. Ah oui. Mais on a éliminé déjà tout le plastique de nos pratiques communales et puis on va y aller très très fort dans les prochaines années. Mais au-delà de l'environnement, c'est aussi une évolution des citoyens. Bien sûr. Il faut les convaincre. Hein. Il faut se dire aussi que le littoral, c'est aussi une économie touristique qui est importante en Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça que quand Vitalbod parle d'acceptabilité des habitants, moi je regarde toujours les budgets de la région et je les surveille. Enfin, je les surveille, non, je les regarde parce que ça m'intéresse. Et quand je regarde le budget de la région et ce qui est alloué au littoral, c'est qu'une toute petite partie, mais c'est aussi de l'économie. Quand on regarde ce que vous faites aux régions, ce que l'on fait, puisque je suis pas conseiller régional, mais c'est aussi, je suis touché aussi un habitant de Nouvelle-Aquitaine, tout ce qu'on peut faire pour l'économie à travers l'aide aux entreprises, l'agriculture, tout ce qui est fait par la région, nous aussi, nous sommes une économie qui est importante et la valoriser, et justement pour mieux accueillir nos visiteurs, je pense que c'est quelque chose que peuvent accepter les habitants de Nouvelle-Aquitaine. Je vais trouver, moi, parce que cette péréquation compliquée qui est celle de profiter de la côte, du tourisme et la préservation de la biodiversité et la préservation des ressources, qui est toujours compliqué. D'ailleurs, ça relève des décisions et des décisions plurielles et conjointes de pas mal d'acteurs. Je me pose la question en tant qu'utilisateur de la mer, comment ça se passe aujourd'hui? Comment on arrive du coup, à profiter de la mer sans devoir faire l'aller-retour tous les jours depuis Bordeaux? Alors, c'est quoi les solutions pour ça? Est-ce qu'un jour il y aura un train? Est-ce qu'un jour il y aura une ligne? Est-ce qu'on peut imaginer des gîtes temporaires, des campings? Enfin, c'est pas de camping, c'est un autre type de logement qui permet. Et voilà. Et c'est quoi la compatibilité de ça avec la préservation La compagnie Transgironde commence à mettre en place des bus à gaz pour faire des liaisons comme ça. Alors, sur la nature vitale, sur la nature de l'énergie vitale, est plus calé que moi sûrement pour en parler. Il y a des choses qui sont en préparation. La région est en train de prendre l'hydrogène à bras le corps, à faire des choses. Je ne sais pas si tu es d'accord, je ne suis pas un spécialiste. Pas sur les avions, moi ça me dérange un peu sur les avions, j'y crois pas trop. Mais il y a d'autres solutions et on y travaille. Là, c'est vrai que quand j'ai parlé tout à l'heure, on ne traite pas uniquement la ville océane à travers son front de mer. C'est-à-dire qu'on réfléchit au schéma des mobilités, tout ce qu'on va pouvoir organiser ensemble. Et les filières courtes et les filières annuelles. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi qu'on vient ici en hiver. On pourrait même accueillir des entreprises sur le rétro-littoral où ils pourraient rechercher chez nous, enfin, des entreprises installées sur la métropole qui pourraient décliner des antennes sur les territoires pour éviter aux gens de se déplacer, parce qu'on a le déplacement touristique, mais tous nos habitants, plus de la moitié se déplacent sur la métropole pour aller travailler le matin. Donc comment on les transporte, comment on organise encore mieux le covoiturage et comment on travaille avec les collectivités supérieures et le bassin de la métropole pour que dans le futur on puisse avoir des transports propres qui puissent transporter nos habitants. Hugo Verlhomme, vous diriez, vous, depuis le temps que vous regardez, que vous contemplez l'Atlantique, qu'elle s'énerve un peu ces temps-ci? Il n'y a aucun doute, donc, vous le rappeliez, j'ai écrit les guides des voyages en cargo, j'ai eu l'occasion de parler avec de nombreux navigants. Et ces 20 dernières années, il n'y a aucun doute, les statistiques le montrent, que les vagues ont nettement augmenté. C'est pas juste dans notre tête ou parce que plus de gens ont des caméras à bord qu'avant on n'en avait pas. On parlait des vagues scélérates. Effectivement, il y a de plus en plus de tempêtes beaucoup plus fortes qu'avant, ce qui pose un problème pour la navigation parce que la Lloyd's fait que les bateaux sont construits pour résister. La Lloyd's, c'est un assureur mondial. C'est l'assureur mondial des bateaux. Voilà. Et les bateaux, selon la Lloyd's, doivent être conçus pour résister à des vagues de 15 mètres.
Or, les vagues de 15 mètres, aujourd'hui, sont devenues assez courantes en mer et on en rencontre assez fréquemment de 20, 25, 30 mètres comme on en a eu récemment au large de l'Irlande. Et donc, les bateaux ne sont plus conçus pour résister à ça. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça que l'on voit sur les cartes de Météo France des signalements de submersion de côte. C'est relativement récent, c'est depuis Tout à fait. Cynthia, je crois. Le mot submersion n'était pas utilisé dans les mairies. Quand moi je commençais à travailler avec la mairie, tout ça, le mot submersion n'était pas utilisé comme il l'est maintenant. Effectivement, le travail du GIP, du BRGM, de tous ces gens-là font que c'est maintenant il y a des plans de prévention. On prévient les habitants à l'avance. Moi-même, je fais partie des habitants qui peuvent aider ou alerter, etc. Donc tous les citoyens sont de plus en plus impliqués là-dedans et ils comprennent. Il leur faut malheureusement des événements catastrophiques. C'est toujours comme ça pour que les gens pour que changent ça vraiment marque un d'avis. peu. Donc on a eu 2014, les tempêtes de 2014, et voilà. Mais c'est vrai que maintenant les gens sont plus impliqués dans tous ces phénomènes-là et ils commencent à comprendre qu'il va falloir vivre avec. L'estacade, qui est un véritable monument historique, Qui a été reconstruit 300 fois. Mais qui a été, voilà, c'est ça, j'allais dire. C'est une belle passerelle en bois qui s'avance vers l'océan jusqu'à son phare. Oui, enfin, il n'y a pas de phare, mais les estacades, il y en a beaucoup en France. Le feu qui signale. Elle date effectivement du temps de Napoléon III. Elle a été démolie d'ailleurs par les Allemands en 1943 quand ils sont partis. Ils ont tout rasé. Elle a été reconstruite depuis et toutes les tempêtes la démolissent régulièrement. En ce moment même, elle est fermée. Elle a été cassée. Bon, c'est presque on le garde comme un monument historique avec le petit feu au bout, bien entendu. Ah ouais. Mais ça marque quand même qu'il faut reconstruire. Ah bah, c'est vrai que l'estacade, on la voit régulièrement cassée. Elle avait été cassée dans les années 20-30 par des mini raz-de-marée et on la voit cassée souvent. Donc c'est un marqueur des tempêtes, effectivement. Les habitants à Lacanau ont un système de prévention en cas de fortes tempêtes, de vagues importantes. Il y a un système d'information? On surveille, mais après, on a des documents qui arrivent, nous, toutes les semaines avec... la préfecture, on a des petites couleurs, non? C'est l'Observatoire aussi qui le fait. Donc, il y a des petites couleurs. On sait quelle force va toucher nos côtes. Et après, la préfecture, bien sûr, nous lance ces messages d'alerte habituels. Mais le meilleur, c'est l'œil. Hein. On regarde les coefficients, les tempêtes. Et quand on est là, on sait ce qui va nous arriver. Et quand on est maire, responsable et amoureux de sa commune, évidemment... on vient voir quoi. Enfin, on est mais je suis moins inquiet qu'un maire qui est sujet à de la submersion. Oui, Moi, si je sais qu'il y a des tempêtes, je pense pas. Voilà, les biens et les personnes, je sais qu'on est protégé. Un maire qui subit la submersion, c'est beaucoup plus inquiétant. Une dide qui cède, là, c'est compliqué. Vidal de l'information du grand public pour les tempêtes. Donc, en effet, il y a deux problématiques. Hein. Il y a des systèmes qui sont obligatoires dans les zones qui sont soumises à de la submersion marine, avec des risques de se retrouver les pieds dans l'eau. Et l'érosion marine qui est un tout petit peu différente. Au niveau de la région, on a mis en place avec l'Observatoire de la Côte, bientôt Nouvelle-Aquitaine, avec l'Observatoire de la Côte, donc on a mis en place un réseau tempête, mais qui pour l'instant est plutôt dédié aux collectivités. Laurent faisait allusion à cet outil-là, un réseau tempête qui permet d'abord d'avoir une idée du degré de risque d'érosion que chaque collectivité va avoir pour de la Gironde jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, et ça va venir dans les années à venir pour la Charente-Maritime à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Tout ça pour sensibiliser dans un premier temps les élus, ils le sont, mais pour avoir une technicité encore plus grande, un peu plus précise, et éduquer les services techniques, parce qu'après on a des relais dans les bureaux d'études qui les accompagnent, mais aussi dans certains services techniques qui deviennent des ambassadeurs pour faire remonter les informations en fonction justement des événements et de ce qui s'est passé sur leur trait de côte. Est-ce que ça a reculé ou pas? Quelles ont été les conséquences? Et comme ça, collectivement, on crée des synergies, on enrichit nos données et notre culture du risque et notre connaissance des réactions du littoral en fonction des événements qui se présentent. Donc ça, c'est un outil qu'on met à disposition des collectivités. On arrive au terme de cette émission. Allez, vous avez encore un petit mot chacun pour conclure. Voilà, de ces échanges, vous en retenez quoi, monsieur l'architecte? Ça fait bien, ça fait... Hein? Moi, je retiens que c'est un problème global, en fait, un problème plus complexe que juste une érosion. C'est une attitude des communautés dans laquelle il faut accepter qu'il nous faut un vrai changement d'attitude et qu'il faut y aller, qu'il faut expérimenter davantage et qu'il faut être plus... Il faut oser, plus ferme, il faut être plus ferme dans nos convictions et il faut y aller sur d'autres types d'alternatives, un modèle qui montre déjà ses limites. Voilà. Monsieur Perrontet.
Moi, je pense que dans le futur, il faut à la fois qu'on ait cette loi qui puisse nous permettre justement d'avancer pour nous rassurer, puisque vous savez que nous, comme nous ne sommes pas considérés comme un risque sur l'érosion, on est une dynamique littorale, on n'est pas éligible au fonds Barnier, qui est un fonds assurantiel alimenté par les fonds catastrophes naturelles. Donc la loi va nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité pour qu'on puisse prendre des décisions politiques. Donc c'est en cours, le travail avance, il y a pas mal de discussions. Et quand il dit oser, bien sûr, il faut être ambitieux, mais c'est pas parce que ambitieux, faut être innovant. Mais oui, pour sa ville, c'est pas j'ai peur. Non, il faut inventer la ville de demain et prendre en compte bien sûr ce phénomène-là. Mais cette attractivité, ce balcon sur la mer, pour nous c'est quand même incontournable et l'image de Lacanau s'est construite autour de ce front de mer urbanisé. Donc aujourd'hui, inventons avec nos partenaires les solutions qui vont faire de cette ville océane un vrai phare de la Gironde en matière d'épanouissement, d'état d'esprit et où les gens vont pouvoir venir respirer et habiter. Donc c'est tout à fait formidable de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Pour conclure, Vital Baude. Moi, j'ai envie de revenir à la modestie que j'évoquais au tout début. Et vraiment, si on regarde ça à l'échelle du linéaire régional, on se rend compte que partout là où on a préservé la nature, là où on a préservé, par exemple, sur le littoral sableux, ce cordon dunaire, et qu'on accompagne les processus naturels avec tout le génie écologique de l'ONF. Replanter. C'est ça. Et ça date de Napoléon III pour éviter que le cordon dunaire avance et permette l'exploitation sylvicole à l'époque. Eh bien, on se rend compte que partout où on a préservé ça, on a un cadre de vie qui est magnifique. Alors, on n'a pas le balcon sur l'océan. On a besoin... On l'a aussi, c'est vrai. On a besoin de marcher davantage pour aller découvrir l'océan, mais c'est vrai qu'on a préservé ce cadre de vie. Et en plus, ça se mérite. Des fois, c'est aussi, faut se rappeler que d'aller à l'océan, ça nécessite de passer la dune, de traverser un petit bout de forêt, passer la dune. Hein. Faut pas marcher sur la dune. Là où on a fait ça en bonne intelligence avec l'ONF, avec les plans plage et ainsi de suite. C'est le cas à Lacanau. On a 2 plans plage sur le nord et le sud. C'est ça. Donc je pense qu'il faut se rappeler, il faut avoir cette modestie, surtout conserver partout où les solutions fondées sur la nature fonctionnent et les conserver et après avoir cette anticipation. Et moi j'aime bien ce mot d'adaptation. Je pense que le dérèglement climatique va faire que tout va se compliquer. Y compris à Lacanau et même avec un nouvel ouvrage. Et donc, il faut oser, en tout cas, il faut prévoir, il faut essayer d'anticiper pour pas que les générations d'après se retrouvent avec un problème qui va être encore plus prégnant que ce qu'on connaît actuellement. Hugo Verlhomme, c'est vous qui avez le mot de la fin. Merci. Pas mal. Pas mal. Moi, je dirais que l'idéal, ça serait que ce qu'on constate des problématiques de l'océan nous pousse, nous, à changer d'attitude, mais nous, individus. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est le mode de vie qu'on a eu pendant les 30 Glorieuses aujourd'hui, qu'on pensait qu'on pouvait tout faire. On s'est rendu compte aujourd'hui que, on ne le savait pas forcément. Et en fait, on constate quoi? Que l'océan, en fait, c'est quelque chose qui est gratuit, que pour en jouir, il suffit d'un maillot de bain ou même d'un slip ou rien du tout si on est dans un coin tranquille. On n'a pas besoin d'équipement, de dépenser beaucoup d'argent. Et ça devrait nous ramener à une espèce de modestie, je suis assez d'accord. L'humilité. Nous, l'océan, et surtout, ce qui arrive à l'océan, etc., c'est le changement de vie qu'on doit apporter, c'est le changement global, c'est-à-dire pensée locale pour une pensée globale aussi. Et donc, chacun de nos gestes a une influence et à nous d'en être responsables. La piste de l'eau qui est donc sortie à Quai des Brunes, comme je me plante souvent, donc je le dis précisément, Quai des Brunes. La piste de l'eau, il y en a bien d'autres de vous dans cette maison d'édition. C'est vraiment une très belle balade, une très belle réflexion. C'est un livre, c'est un petit cours de philo sur cela. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus jusqu'à nous. Merci à David de Freitas et au Café Maritime qui nous a accueillis pour ce plateau, à l'ensemble des équipes techniques de Mozart & Co. À très bientôt pour de nouvelles aventures, un nouveau plateau, un nouveau lieu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette émission et c'est ça le mystère. Bye bye, à très bientôt.